Bienvenue de retour sur le plateau d'Article 35, l'émission de TV Bruit à l'Université des mouvements sociaux et solidaires. Je suis avec le plateau avec Anaïs, bonjour. Bonjour. Et Simon. Bonjour. Et vous êtes venus, enfin je vous ai demandé de venir et vous avez gentiment accepté de venir nous parler des masculinités. Anaïs, toi tu fais partie de Quartier du Monde. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que vous entendez déjà par masculinité et puis comment vous abordez ce sujet-là à Quartier du Monde? Alors en fait, les masculinités, à Quartier du Monde, on y travaille parce qu'on travaille avec des groupes de femmes sur l'autonomisation économique et politique des femmes. Donc on travaille beaucoup dans des quartiers populaires et moi personnellement je travaille à Paris, dans le 20e arrondissement parisien. Et on travaille avec les hommes parce qu'en fait les hommes font partie des freins à l'autonomie économique et politique des femmes. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur les masculinités. Et Simon, toi, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi j'ai une formation en sociologie, je travaille actuellement avec des auteurs de violences conjugales, j'interviens aussi dans des prisons sur la question de la toxicité de la masculinité. Dans le dispositif dans lequel je travaille actuellement, ce sont des hommes qui sont condamnés pour violences conjugales, du coup, qui sont placés, qui ont un aménagement de peine et qui sont placés dans un appartement, qui vivent en colocation. Et une fois par semaine, je travaille avec eux sur la question, sur cette question de la construction de la masculinité aussi. On travaille l'empathie, on travaille toutes ces questions-là pour éviter la récidive une fois la peine terminée. Alors déjà peut-être pour commencer, définir le terme masculinité, je ne suis pas certain que tout le monde ait une vision claire de ce que ça veut dire. Comment vous définiriez, vous, ce terme de la masculinité? Et après on pourra discuter de comment elle se construit du coup. Oh là là, c'est une vaste question. Ouais. Peut-être qu'on pourrait prendre un synonyme, le synonyme de virilité. Vas-y, je t'en prie. Donc la virilité, elle est toxique, pour nos proches. Ça, je pense que tout le monde le voit assez facilement. Elle est toxique pour les femmes, elle est toxique aussi pour les enfants qui peuvent subir la violence des pères, mais elle est aussi toxique pour les hommes. Et ça, c'est un vrai travail de se rendre compte de comment est toxique notre masculinité et comment on peut essayer... comment on a intérêt à abandonner nos privilèges pour essayer de vivre ensemble et de vivre mieux. Alors, comment est toxique notre masculinité? Est-ce que la masculinité est toujours toxique ou c'est la masculinité telle qu'elle est perçue aujourd'hui ou qu'elle est vécue qui est toxique ou c'est vraiment à partir du moment où elle est plus toxique, on n'appelle plus ça de la masculinité? Ça, c'est un gros débat philosophique. Ouais, je crois que alors nous, en fait, on est vraiment dans la construction du collectif qu'on est en train de monter avec Quartier du Monde et d'autres personnes qui travaillent sur les masculinités. On essaie de créer des outils en fait d'éducation populaire participative pour justement travailler ces notions de privilèges, de charges et à travers ces outils comprendre qu'en tant qu'homme, c'est une construction donc sociale, comme les femmes sont construites socialement. Et donc dominés dans une certaine société. Les hommes, eux aussi, ont des privilèges, et donc ces ateliers qu'on va faire demain ont des privilèges dans cette société, mais ont aussi des charges qui découlent de ces privilèges. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre demain dans l'atelier avec deux outils qu'on va mettre en place. Donc on est plus là-dessus, plus sur... Enfin, tu me reprends, Simon, que non. Sur un questionnement philosophique où... Pour l'instant, on avance un peu, voilà, et comme ça. Est-ce que tu peux nous décrire ces outils justement que vous utilisez pour essayer de découvrir ensemble qu'est-ce que c'est la masculinité, qu'est-ce qu'elle engendre? Alors, c'est des outils issus de l'éducation populaire qui ont été créés en Amérique latine. En fait, à Quartier du Monde, on fait partie d'un réseau, le réseau Femmes du Monde, qui travaille à l'autonomisation des femmes. Et justement, en Amérique latine, ils sont assez précurseurs là-dessus pour lutter et contre les violences et pour que les hommes participent aussi à la lutte contre le sexisme. Et donc ces outils participatifs font partie issus de l'éducation populaire. Et donc l'idée c'est de déconstruire ensemble et de montrer que chacun et chacune a un savoir et qu'on est tous capables de déconstruire. Enfin, voilà. La finalité et l'objectif c'est aussi d'être capable d'identifier les privilèges que nous avons en tant qu'hommes. Et ça, savoir les identifier, être conscient, c'est la première étape en fait pour ensuite les refuser dans la vie quotidienne. Est-ce que, la question me vient là du coup, est-ce qu'au sein de ces ateliers, des fois, les femmes aussi se rendent compte de privilèges dont elles n'avaient pas forcément conscience? Est-ce que les charges qu'elles subissent
via le machisme, etc. On peut en avoir facilement conscience, enfin en tout cas facilement à en penser de nombreuses charges que les femmes subissent. Est-ce qu'il arrive qu'elles se rendent compte qu'en fait elles ont aussi des privilèges au sein de cette société? Je pense que ça dépend quelles femmes et quels hommes à chaque fois. Oui, tout à fait. Chaque femme, dans chaque catégorie sociale, des femmes peuvent avoir des privilèges, des hommes peuvent avoir des privilèges, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans chaque catégorie sociale, les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes de la même catégorie. Et du coup, ça peut nous amener sur la transition. Moi, un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, vous faites ces ateliers-là de manière mixte, donc avec des femmes et des hommes. Et du coup, est-ce que cette manière de le faire mixte peut amener les hommes à s'investir dans une lutte pour le féminisme, justement? Alors, nous, ce qu'on a remarqué, parce que ça fait pas très longtemps qu'on lance ces ateliers, ce qu'on a remarqué, c'est que la mixité permet vraiment un échange, la mixité dans un échange bienveillant, permet vraiment d'avancer aussi chacun et d'arriver à se parler sur cette thématique qui peut vraiment bloquer. L'égalité femmes-hommes, c'est des fois difficile, le féminisme, c'est parfois difficile, ça bloque, ça crispe, ça met en colère. Et donc, c'est un espace aussi pour pouvoir discuter entre hommes et femmes là-dessus, et que les hommes eux-mêmes puissent comprendre, écouter les femmes, et que les femmes aussi puissent écouter les hommes sur leur relation à leur propre masculinité. Et moi je pense qu'on pense, Simon tu le diras, que oui ça peut aider effectivement les hommes à appuyer les femmes comme alliés dans les luttes féministes pour une égalité, mais aussi à travailler eux-mêmes sur une certaine émancipation individuelle en rapport avec leur construction de leur masculinité pour éviter justement des masculinités toxiques et tout ce que ça entraîne comme charge négative. Moi sur la question de la non-mixité, c'est vrai que dans le cadre de mon travail je travaille plutôt en non-mixité avec des hommes auteurs de violences conjugales, donc c'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui peut faciliter l'émergence d'une réflexion, mais au bout de 6 mois, en faisant une réunion avec ces hommes, ils nous ont dit eux-mêmes on aimerait avoir plus de femmes. Et donc là on va travailler à faire venir des intervenantes pour qu'il y ait aussi une parole de femmes qui puisse entendre. C'est pas une fin en soi, c'est complémentaire. Et du coup... J'ai perdu ce que j'avais en tête, excusez-moi. Ces ateliers-là, comment vous faites justement au sein... Quand on parle d'atelier mixte, pour revenir sur la mixité, est-ce qu'il y a des règles que vous avez identifiées d'échange qui permettent justement de libérer cette parole? Parce qu'on en discutait hier, même sans en avoir forcément conscience, au sein d'un discours et voire encore plus d'un débat, il peut y avoir, il y a la plupart du temps, une domination de la parole masculine, même au sein d'un petit groupe en fait. L'homme va plus facilement couper la parole à une femme, va plus facilement s'imposer au sein d'un débat. Et est-ce que vous arrivez à avoir développé des outils ou des manières de se comporter pour atténuer ça? Ça, je pense que c'est des règles qu'on va fixer dès le départ de l'atelier. Et même quand on fixe des règles, elles ne sont pas toujours respectées. Mais il faut être vigilant à éviter ce genre de débordement, bien sûr. Et je rajouterais que ça fait partie un peu de l'éducation populaire en général. On veille à ce que tout le monde ait le même espace de parole, que ce soit homme, femme, même si ce n'est pas sur ces questions-là, on veille à ça. On veille aussi à ce que les gens parlent à partir d'eux-mêmes, de leur vécu, et pas pour une généralité ou pour les autres. Ce qui évite justement de tomber dans des des choses qui pourraient être agressives. Et on va essayer de mettre en place des outils, en tout cas, pour veiller à ce que tout le monde parle de la même manière et que tout le monde prenne la parole au moins. Comme ces ateliers participatifs, c'est un peu l'idée. Ce qui m'avait surpris, c'est quand on en discutait, tu me disais que finalement, vous vous rendiez compte que beaucoup d'hommes étaient demandeurs, en fait, de pouvoir échanger et de pouvoir s'interroger sur cette masculinité, en tout cas sur leur masculinité et sur le rapport qu'ils y avaient. Et que, en fait, beaucoup de problèmes venaient tout simplement d'incompréhension. En fait, mutuelle. Est-ce que vous pouvez m'en parler est-ce qu'il y a eu beaucoup de freins ou est-ce que finalement les gens sont assez ouverts à ce type d'atelier? Moi je vois plutôt dans le cadre de mon travail que les hommes sont au début un petit peu sceptiques et très très rapidement ils sont demandeurs d'en savoir plus parce que moi je travaille avec des auteurs de violences conjugales, ils sont plus experts que moi, je veux dire, en termes de toxicité de la masculinité. Ils ont vécu l'enfermement, ils ont vécu la désaffiliation, ils sont souvent victimes d'addiction. Donc, ils peuvent avoir des pensées suicidaires, pas de lien affectif dans la famille. Donc, ils sont demandeurs de créer une nouvelle façon d'être homme.
Et ils y arrivent? Alors, moi, je suis pas chez eux une fois qu'ils ont fini la peine, mais par contre, c'est vrai que sur même 3 mois, on voit qu'il y a des évolutions. Et il y a des indicateurs qui nous prouvent que oui, il y a un progrès, il y a parfois même de très très bons progrès. Alors, Juste, oui, si je peux rajouter, en fait, après MeToo et Balance ton port en France, clairement, les hommes ont dû réagir. Enfin, c'était impossible de ne pas réagir ou d'avoir une réaction. Enfin, même si on n'en parlait pas, on ressentait, j'imagine, en tant qu'homme, un certain malaise. Et je pense que les hommes, grâce au féminisme aujourd'hui, moi, je dirais que les hommes sont aussi pas prêts, mais en tout cas, ont la possibilité de travailler eux-mêmes sur leur rapport à leur masculinité. Voilà. Et peut-être pour finir l'entretien, une université comme celle-ci, elle vous permet quoi de tisser des liens, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour vos actions, pour vos luttes? Est-ce que vous pouvez m'en dire, qu'est-ce que ça vous apporte, là, l'université d'été? Nous déjà, ça nous a permis de construire un collectif, de mettre en réseau des professionnels. Moi, j'habite à Toulouse, toi à Paris, donc de se mettre en lien et aussi de commencer à visibiliser cette question. Et je pense qu'à terme, c'est aussi de chercher des financements pour que cette question-là, elle soit travaillée non plus seulement dans les universités, parce que ça y est, le contenu, on l'a, mais qui est du travail pratique avec les hommes, avec la population, pour planifier et construire l'égalité. Il ne suffit pas de dire que l'égalité c'est bien, ça on est tous d'accord, mais il faut le programmer. Ouais, on a vraiment un objectif de création d'outils, en fait, de quelque chose clé en main. Enfin, nous, moi, je fais partie d'une association d'éducation populaire. On est sur le terrain. L'idée, c'est de pouvoir concrètement faire des choses et expliquer ou donner à pouvoir faire des choses concrètement. Voilà. Donc le but, c'est de reproduire vos ateliers un peu partout. Oui, et de continuer à les développer, les changer, les modifier, voilà. Inch'Allah. Eh bien, merci à vous deux d'être passés sur le plateau. Merci à toi, merci à vous. Bonne fin de journée, bonne fin d'université.